Pour aller tout droit, je choisis la voie A, B, on peut voir que ici, on a deux voies pour aller tout droit. Donc celle-ci est pour aller tout droit ou à droite, et celle-ci est pour aller tout droit uniquement. Ça, c'est à savoir par cœur. En marche normale, quand vous n'avez rien de particulier, quand vous avez le choix entre deux voies, vous devez toujours prendre celle de droite. Vous serez autorisé à prendre celle de gauche si vous effectuez un déplacement, ou si la voie de droite est encombrée, et dans ce cas-là, vous pouvez prendre celle de gauche, ou si vous savez que un peu plus loin, vous allez tourner à gauche et que c'est bien d'anticiper dans ce cas-là, parce qu'il y a de la circulation. S'il n'y a pas de circulation, vous avez encore le temps de le faire un peu plus tard. Sinon, dans des conditions normales, on roule à droite. Donc c'était réponse B. Le risque de verglas est plus important lors de la traversée d'un pont. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous avez plus de risque de verglas quand vous traversez une forêt à proximité d'un cours d'eau. Donc là, c'est ce qu'on suppose, que c'est un cours d'eau. Quand vous êtes exposé au vent, à l'ombre, donc avec des coins d'humidité, et quand vous traversez un pont. Il y a plus de risques sur et sous le pont. Donc c'était réponse A. La distance de sécurité étant insuffisante, il est préférable de lâcher l'accélérateur uniquement. Réponse A. Freiner. Réponse B. On me dit que les distances de sécurité ne sont pas suffisantes. Si je regarde à l'arrière, c'est pareil, les distances de sécurité ne sont pas suffisantes. Alors si je freine pour augmenter mes distances de sécurité, j'ai un risque de me faire rentrer dedans par ceux de derrière, qui sont tous les deux assez proches. Donc là, il vaut mieux que je reprenne mes distances de sécurité plus en douceur afin de ne surprendre personne et éviter un risque d'accident. Donc je vais lâcher l'accélérateur uniquement, ça me permettra de perdre mon allure progressivement et de reprendre mes distances de sécurité sans me mettre en danger par rapport à derrière. Réponse A. Ma vitesse est limitée à 45 km/h. Dans cette rue seulement. Réponse A. Jusqu'à la prochaine intersection. Réponse B. Jusqu'au panneau fin de zone. Réponse C. Dans toute l'agglomération. Réponse D. Alors, le fait qu'il y ait marqué une réponse là en bas à droite, ça va vous aider quand même pour répondre. Là, on a un panneau de limitation de vitesse qui est mis avec le panneau entrée d'agglomération. Ça veut dire que quand c'est mis avec, et pas après, quand c'est avec, c'est pour toute l'agglomération. Donc, ça sera uniquement la réponse D. À la sortie de cette forêt, il est préférable de fermer les yeux quelques secondes. Réponse A. Mettre les lunettes de soleil. Réponse B. Baisser le pare-soleil. Réponse C. Ralentir. Réponse D. Donc on nous dit ici qu'il y a plusieurs réponses possibles, mais on ne sait pas s'il y en a deux ou trois à répondre. Alors on va bien faire attention à ça. Évidemment, on ferme pas les yeux, c'est trop dangereux de fermer les yeux parce que là, on n'a plus d'informations du tout. Donc on ne ferme pas les yeux. On va mettre nos lunettes de soleil, pas trop tôt parce que sinon on va dans la zone d'ombre, on va pas voir ce qui se passe, mais il va falloir prévoir de mettre les lunettes de soleil. On va aussi baisser le pare-soleil, comme ça évitera d'être ébloui, que le soleil arrive pile dans nos yeux.
Et comme il va y avoir un temps d'adaptation entre la zone sombre et la zone lumineuse, notre vue ne va pas s'adapter tout de suite. Il y a un moment où on ne verra rien, même si on met les lunettes de soleil et si on baisse le pare-soleil. Il y aura un temps d'adaptation. Donc pour ça, comme on ne sait pas du tout ce qui se passe devant, vous voyez, hein, on n'a aucune idée de ce qui se passe devant, on devine une balise d'intersection, donc on suppose qu'il y a une intersection, mais on n'arrive pas à voir ce qui se passe. Donc là, on va aussi ralentir, et ça, c'est très important de ralentir. Donc c'était réponse B, C et D. Un feu tricolore ne fonctionne pas lorsqu'il clignote jaune en bas. Réponse A. Clignote jaune au milieu. Réponse B. Et jaune fixe au milieu. Réponse C. Est éteint. Réponse D. Donc évidemment, un feu tricolore ne fonctionne pas lorsqu'il est éteint, mais il y a aussi la situation lorsqu'il clignote au milieu. Quand il clignote au milieu, ça veut dire que il y a peut-être un feu dans l'eau qui est grillé, donc tous les feux se mettent à clignoter au milieu, et donc il ne fonctionne plus. Dans ce cas-là, on regarde la signalisation et on respecte la signalisation. Donc s'il y a des panneaux, on respecte les panneaux, et s'il n'y a rien, ça sera une priorité à droite. Donc c'était réponse B et D. En tournant à gauche, je laisse la priorité de passage aux véhicules venant d'en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors en effet, moi je vais tourner à gauche, donc je vais emprunter cette voie-là. Donc je vais la traverser. Quand je vais tourner à gauche, le véhicule là sera bien à ma droite. Donc je ne suis pas prioritaire. Je dois laisser passer le véhicule qui continue dans sa voie et ensuite je pourrai traverser. Donc c'était réponse A. Sur les véhicules récents, le volant peut se régler en profondeur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, donc on peut régler en hauteur le volant, ça veut dire qu'on peut monter ou descendre le volant, mais on peut aussi le rapprocher du tableau de bord ou le rapprocher de vous de manière à ce que vous soyez bien installé au poste de conduite. Donc on peut aussi le régler en profondeur. Donc c'était réponse A. Je suis limité à 80 km/h, réponse A, 90 km/h, réponse B, 110 km/h, réponse C. On me dit que pendant 250 mètres à partir de ce panneau, parce qu'il y a les flèches hein, sur le côté, donc c'est une durée, donc pendant 250 mètres, moi j'ai une voie de circulation et les autres en face ont deux voies, donc un créneau de dépassement. Puisque je n'ai qu'une seule voie, moi je suis limité à 80 km/h. Ceux qui arrivent dans l'autre sens de circulation, eux, sont limités à 90 km/h. Mais là, dans mon cas, moi je suis limité à 80. Réponse A. Je n'ai pas le droit de circuler sur ces damiers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, les damiers qui sont blancs, là, ça veut dire en fait qu'on va traverser une voie réservée. Donc, ça va être souvent quand on tourne à gauche ou à droite, on va rencontrer ce type de damier.
On n'a pas le droit de s'y arrêter ni de stationner, mais en revanche, j'ai quand même le droit de le franchir. Mais après, je vais respecter mes règles de priorité de passage. Donc là, c'était réponse B, puisque j'ai le droit de circuler dessus. Pour ne pas louper mes vidéos, qui je vous rappelle sont aux normes par rapport au nouvel examen, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite notification pour ne pas louper les vidéos suivantes, comme ça vous serez prévenus, et puis mettez-moi un like si vous estimez que mon travail est de qualité. Je porte plus d'attention au piéton A, B, l'ouvrier là me regarde, donc il me voit arriver. Ce qui ne veut pas dire qu'il risque de faire un mauvais mouvement, mais il y a quand même moins de risques. Par contre, là, l'ouvrier B, il ne m'a pas vu non plus. Il est préoccupé, il sort un panneau là du camion, donc il risque probablement de faire un pas en arrière et de se retrouver vraiment sur ma trajectoire. Donc je porte plus d'attention sur le piéton B. Réponse B. Cette signalisation indique une sortie. Réponse A. Une direction autoroutière. Réponse B. Une bifurcation. Réponse C. Une voie européenne. Réponse D. On constate que le panneau est entièrement bleu. Donc là, ça veut dire déjà dans un premier temps que ce sont des directions autoroutières. Réponse B. Ensuite, il ne faut pas confondre une sortie et une bifurcation. Ici, c'est une bifurcation. Pourquoi ? Parce qu'on part de l'autoroute et il va se séparer en deux. Soit il va continuer de ce côté-là, soit il va continuer de ce côté-là. Confirmation, à droite, on reste sur l'autoroute. En face, on reste sur l'autoroute. Donc c'est bien une bifurcation. Est-ce que c'est une voie européenne ? Il y a le E là, ici, E80, dans les deux, donc c'est bien une voie européenne. Donc là, la réponse, c'était B, pour la direction routière, C, une bifurcation, et D, une voie européenne. Dans ce tunnel situé en agglomération et de moins de 300 mètres, je peux circuler en feu de position seule, réponse A, en feu de croisement, réponse B, en feu de route, réponse C, tout feu d'éteint, réponse D. Alors, il y a les tunnels de moins de 300 mètres et les tunnels de plus de 300 mètres. Plus de 300 mètres avec ce panneau-là, qui veut dire que vous devez absolument circuler aussi en feu de croisement, qui n'est pas le cas. Là, dans ce tunnel, on est en agglomération, il fait moins de 300 mètres, donc on n'a pas ce panneau-là. Donc ensuite, on va respecter la réglementation de savoir quand est-ce qu'on peut mettre les feux, dans quelle situation. Alors, les feux de route, c'est non, parce que il y a de l'éclairage. Donc ça, j'enlève les feux de route. Je ne circule pas tout feu éteint, parce que c'est sombre, donc je dois absolument quand même mettre mes feux. Donc après, est-ce que je peux mettre mes feux de position seuls ou mes feux de croisement ? Eh bien, en agglomération éclairée, j'ai le droit de mettre mes feux de position seuls, à condition que ce soit suffisamment éclairé, et ensuite je peux aussi mettre mes feux de croisement. Donc là, c'était réponse A et B. Sur l'autoroute, les deux principales causes des collisions en chaîne sont le non-respect des intervalles de sécurité, réponse A, la vitesse, réponse B, le brouillard, réponse C. Donc là, on vous demande les deux principales causes. Donc il faut bien répondre à deux
réponse possible. Donc là, c'est le non-respect des intervalles et la vitesse. Le brouillard, c'est pas une cause, c'est le comportement du conducteur qui est la cause. Donc là, c'était réponse A et B. En général, il est conseillé de changer les balais d'essuie-glace 2 fois par an, réponse A. 1 fois par an, réponse B. Tous les 2 ans, réponse C. En général, il est conseillé de changer les balais d'essuie-glace 1 fois par an. Donc là, c'était réponse B. Après, vous serez peut-être dans un endroit où les conditions climatiques font que il faudra peut-être le faire plus souvent. Mais en règle générale, c'est 1 fois par an. Réponse B. Un test salivaire détecte une consommation de cocaïne. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'ecstasy. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce type-là de dépistage par test salivaire, ça permet de détecter si le conducteur a consommé des stupéfiants. Donc, il peut détecter des traces de cocaïne, d'héroïne, de cannabis, de méthamphétamine, mais aussi d'ecstasy. Et en cas de dépistage positif, l'infraction doit obligatoirement se confirmer après avec un test sanguin. Donc, réponse A et C. La vitesse est limitée à 50 km/h. Avant ces panneaux, oui, réponse A. Non, réponse B. Après ces panneaux, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, pour répondre à la question, il y a 2 panneaux qui sont importants. C'est celui-ci et celui-là. Le premier nous dit que nous sortons d'agglomération, ce qui veut dire que avant le panneau, nous étions limités à 50 km/h. Comme on sort d'agglomération, normalement, on devrait pouvoir accélérer de nouveau. Mais on a le deuxième panneau là qui nous dit que nous sommes limités à 50 km/h. Je vais un petit peu en dehors de la question. Les 50 km/h seront jusqu'à la prochaine intersection. Ou alors jusqu'au panneau fin de 50. Donc là, la vitesse est limitée à 50 km/h avant ces panneaux. Oui, réponse A. Après ces panneaux, oui aussi, c'est encore limité à 50 parce qu'ils vous remettent un panneau. Donc A et C. Je peux circuler avec les feux de position accompagnés des feux de brouillard avant. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Les feux de route. Réponse C. Concernant cette photo, on voit que nous sommes en agglomération. Donc la règle, c'est en agglomération, qu'est-ce qu'on peut mettre? Quand on est en agglomération éclairée comme ici, on voit les lampadaires d'allumés, on a le droit de mettre 2 choses possibles. On a le droit de mettre les feux de position, qui eux servent seulement à être vus, et on a aussi le droit de mettre les feux de croisement. Les feux de route, eux, ne sont pas autorisés parce qu'il y a des lampadaires d'allumés. On peut les mettre n'importe où, mais à condition qu'il n'y ait pas d'éclairage et personne en face. Là, c'est pas le cas, donc je peux pas mettre les feux de route. Ok ? Les feux de brouillard avant, c'est seulement s'il y a du brouillard, de la neige, de la pluie, c'est pas le cas, d'accord ?
ou sur une route étroite et sinueuse en complément des feux de route. Donc ce n'est pas le cas non plus. Donc je ne peux pas mettre mes feux de position accompagnés des feux de brouillard avant. Les feux de position uniquement, oui, mais là je n'ai pas à mettre mes feux de brouillard avant. Donc c'était réponse B. Le système Stop and Start permet aux moteurs des voitures qui en sont équipées de se mettre en veille. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc le système Stop and Start, ou aussi appelé système de mise en veille, c'est un dispositif qui permet donc l'arrêt et le redémarrage automatique de votre moteur, d'accord ? Ça permet d'économiser en fait du carburant et donc de réduire la pollution. Tout dans les embouteillages, c'est super utile et super efficace. Donc ce système, il détecte si la voiture est arrêtée. Donc si le conducteur est arrêté par exemple à un feu rouge et qu'il a mis le levier de vitesse au point mort, et ben dans ce cas-là, ce système va s'enclencher et va arrêter le moteur. D'accord ? Dès que l'embrayage est actionné, vous allez réutiliser l'embrayage, et ben le moteur va se réallumer automatiquement. Pour les boîtes automatiques, c'est un petit peu différent. D'accord, c'est en fait dès que vous allez freiner et que la voiture va être immobilisée, dans ce cas-là, le moteur s'arrête aussi, d'accord, mais dès que vous allez lâcher la pédale de frein, le moteur va se réenclencher de nouveau et va refonctionner de nouveau. Donc là, c'était réponse A. Les feux de croisement sont visibles à 30 mètres minimum, réponse A. Éclair à 30 mètres minimum, réponse B. Alors ça, c'est à savoir par cœur. Les feux de croisement doivent éclairer à 30 mètres minimum. Je vous mets la réglementation là. Comme ça, vous faites pause si vous savez pas et vous faites des petites fiches à réviser comme je vous l'explique dans la petite formation. À réviser, comme ça, vous ne ferez plus d'erreur là-dessus. Donc, c'était réponse B. La présence d'un triangle de présignalisation à bord de mon véhicule est obligatoire. Réponse A. Recommandé. Réponse B. Alors au niveau sécurité, quand vous êtes en panne ou vous avez un accident, il y a deux choses d'obligatoires. Vous avez le triangle de présignalisation que vous devez posséder à bord de votre véhicule et votre gilet de sécurité que vous devez posséder à proximité immédiate de vous, du volant, donc en règle générale dans la boîte à gants. Donc là c'était réponse A. Comme la voiture noire, je peux dépasser la voiture grise par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, c'est un des cas où on a le droit de faire un dépassement par la droite. C'est quand vous êtes, vous voyez, sur une voie, il peut y avoir un marquage au sol aussi, ici des pointillés. Mais là, c'est une voie qui est assez large pour pouvoir passer à deux voitures. Mais si vous avez la voiture là qui veut tourner à gauche, dans ce cas-là, vous avez le droit de passer plus vite qu'elle par la droite, parce qu'elle veut tourner à gauche. Ça, c'est un des cas. Donc là, c'était réponse A. Je peux dépasser la voiture grise par la droite. Alerter les secours, c'est précisé. Le lieu de l'accident, oui, réponse A. Non, réponse B. Le nombre de victimes, oui, réponse C. Non, réponse D.
Un petit rappel, hein, c'est protéger, alerter, secourir. Donc d'abord on protège et ensuite on alerte. Alors pour alerter, l'idéal, il faut rien oublier. Parce que si, par exemple, il n'y a pas assez de véhicules d'intervention, parce que vous n'aviez pas dit qu'il y avait plusieurs personnes au moment de l'accident, il risque d'y avoir des personnes qui seront pas secourues ou mal secourues ou secourues trop tardivement. D'accord ? Donc c'est important de signaler le nombre de victimes, d'estimer leur âge, si c'est un bébé ou si c'est une personne âgée, les choses à faire et l'équipement ne sera pas le même non plus. Il faut préciser aussi si c'est un homme, une femme, une personne enceinte aussi. Il faut préciser le type de blessure, si c'est une hémorragie par exemple. Donc si la personne est consciente aussi, pour évaluer la gravité des blessures. Mais il faut aussi dire le type de véhicule qu'il y a. N'oubliez pas de préciser, par exemple, c'est avec un car. Alors peut-être que vous n'avez pas comptabilisé exactement le bon nombre de personnes. Donc s'il y a un car avec peut-être des personnes à l'intérieur, ils vont envoyer beaucoup plus de véhicules que le nombre de personnes que vous avez dit, hein, peut-être dans l'accident. Parce que peut-être qu'il y aura des personnes qui sont projetées, qui sont sorties du car, que vous ne verrez pas. Il faudra aussi préciser, par exemple, s'il y a un véhicule qui transporte des matières inflammables. Parce que là, pareil, c'est pas du tout la même organisation et le risque n'est pas du tout le même. Donc voilà, toutes ces choses-là sont à faire. Donc, alerter les secours, c'est préciser le lieu de l'accident, oui, réponse A, et le nombre de victimes aussi, donc réponse A et C. Ce panneau implique un changement de limitation de vitesse, réponse A. Une interdiction de faire marche arrière, réponse B. Une interdiction de klaxonner, réponse C. Alors, lorsqu'on rencontre ce panneau, ça veut dire que nous rentrons sur l'autoroute. C'est la règle aussi, je vous avais dit de le réviser. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que nous sommes limités à 130 km/h, sauf des interdictions, un contraire, hein, mais en règle générale, on est limité à 130 km/h, que c'est interdit à différents usagers de la route, comme les piétons, les vélos, les cyclomoteurs, les tracteurs, que c'est interdit aussi de faire demi-tour, et que c'est interdit de faire marche arrière sur l'autoroute. Donc là, ça implique un changement de limitation de vitesse, oui, parce que 130 km/h, c'était pas possible avant. Maintenant, on va pouvoir rentrer donc sur l'autoroute à 130 km/h. Ensuite, il y a une interdiction de faire marche arrière, oui, et une interdiction de klaxonner, ça n'est pas pris en compte. Donc c'était réponse A et B. La résistance de l'air est pratiquement 2 fois plus importante à 130 km/h qu'à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que quand on vous dit de rouler moins vite sur l'autoroute pour limiter la pollution, ça a une influence importante. Parce que si la consommation moyenne d'un véhicule est à peu près de 5 litres au 100 à 90 km/h, eh bien, elle sera de 8 litres au 100 à 130 km/h. Donc presque 2 fois. Donc c'était réponse A. La signalisation m'indique un début de créneau de dépassement. Réponse A. Une fin de créneau de dépassement. Réponse B. Une réduction du nombre de voies. Réponse C. Alors, ce panneau-là, qu'est-ce qu'il m'indique ? Est-ce que ça m'indique un début de créneau de dépassement ? Eh bien non, c'est ce panneau-là, un début de créneau de dépassement. Donc il ne faut pas confondre. Vous avez vu la différence ? Là, ça commence. Et là, finalement, vous voyez, les 2 voies se réduisent en une voie. Donc ça se termine. Donc comme il y a 2 voies qui se réduisent en une voie, il y a une réduction du nombre de voies. Hein. Donc là, c'était réponse B et C.
Le gyrophare orange signale un véhicule prioritaire. Réponse A. Un véhicule lent. Réponse B. Un transport de matières dangereuses. Réponse C. Alors, les gyrophares orange sont réservés aux véhicules lents ou encombrants. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça peut être les transports qui sont destinés à l'enlèvement des ordures ménagères, à l'entretien de la voirie, mais aussi les véhicules agricoles. D'ailleurs, les véhicules agricoles sont généralement limités à 25 km/h. Preuve que ce sont des véhicules lents. Donc, c'est réponse B. En cas de délit de fuite, je risque 3 ans de prison. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors en effet, en cas de délit de fuite, je risque vraiment jusqu'à 3 ans de prison. Donc là, c'était bien réponse A. Dans toutes les voitures, la commande des feux de détresse se situe au même endroit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, c'est vrai que la commande des feux de détresse, souvent, elle est à peu près dans la même zone, mais pas toujours. Souvent, elle se trouve entre le conducteur et le passager, à peu près à hauteur de votre autoradio, mais ça peut être au-dessus de votre autoradio, en dessous de votre autoradio, ou même un peu plus bas, presque au niveau du levier de vitesse. Et vous avez même certains feux de détresse qui sont juste derrière le volant. Donc là, c'est plus du tout au même endroit. Donc, c'était réponse B. La commande utilisée permet d'actionner le verrouillage des vitres arrière, réponse A, de la portière avant, réponse B, de la portière arrière, réponse C. Alors ici, vous voyez, ça se fait avec une clé. Et, il faut tourner, mais certaines voitures, c'est juste un petit loquet à bouger, de gauche à droite ou de bas en haut. Ça dépend des voitures, mais ça s'appelle le verrouillage de la portière. C'est une sécurité enfant, en fait. Donc c'est fait pour les portières arrière. Comme ça, si l'enfant essaie de tirer sur la poignée pour ouvrir la portière, il ne pourra pas le faire. Donc quel est l'intérêt? C'est que ça évite que la portière s'ouvre alors que vous êtes en train de rouler et que l'enfant tombe par terre alors que la voiture est en mouvement. Et puis aussi, ça évite que l'enfant ouvre la portière pas au bon moment. Par exemple, vous êtes garé, vous êtes arrêté et l'enfant est du côté de la route. S'il ouvre la portière alors qu'un véhicule arrive derrière, et il risque de se faire arracher la portière, et si lui descend par la même occasion, il va se faire renverser par la voiture qui arrive sur la route. Donc là, pour pouvoir ouvrir la portière, il faut que ce soit une personne à l'extérieur de la voiture, donc par exemple le conducteur. Il descend et il va ouvrir la portière à l'enfant puisqu'il ne pourra pas le faire de lui-même. Donc là, c'était réponse C. J'ai le droit de rester sur la voie de gauche si je roule à 80 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 130 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, la question elle est un petit peu piège. C'est vrai que sur autoroute, il y a une réglementation qui nous dit que la voie la plus à gauche, on doit rouler au minimum à 80 km/h, par sécurité, pour éviter de trop grandes différences de vitesse en fait. Mais là, en fait, là on nous demande, j'ai le droit de rester.
Et là, il faut bien insister sur rester. Est-ce que je peux rester sur la voie de gauche? Non, on ne reste jamais sur une voie de gauche. On ne l'utilise uniquement que pour dépasser. D'accord? Donc, qu'on soit 80 km/h ou 130 km/h, ça change rien. Ça sera non aux deux. Réponse B et D. Un conducteur novice a bu 2 bières au cours d'un repas. Il a le droit de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. En fait, avec un seul verre, déjà, on risque de se retrouver au-dessus de la limite pour les jeunes conducteurs qui est de 0,20. Pourquoi? Parce qu'une dose bar, donc une dose qu'on vous sert dans les bars, hein, donc souvent c'est un peu moins important qu'à la maison, une dose bar, ça représente à peu près entre 0,2 et 0,25 grammes par litre de sang. Donc vous serez au-dessus. Du coup, vous n'avez pas le droit de conduire. Donc c'était réponse B. Dans cette situation, je peux reprendre l'accélérateur, réponse A, garder le pied au-dessus du frein, réponse B, faire un appel de phare, réponse C, klaxonner, réponse D. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo? Le chat s'est mis à traverser. L'enfant a regardé un coup le chat, ensuite il s'est retourné, il m'a regardé, et puis maintenant il regarde de nouveau le chat. Donc, dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut garder le pied au-dessus du frein. Pourquoi? Parce que faire un appel de phare ou klaxonner, ça ne sert à rien parce que l'enfant m'a déjà vu. Il peut très bien, ça reste un enfant, même s'il m'a vu, décider de traverser, par exemple, si c'est son chat, pour aller décider d'aller chercher son chat, de peur qu'il se fasse écraser. C'est pas parce qu'il m'a vu qu'il est en sécurité et que je suis en sécurité. Ça, toujours bien vous dire sécurité en priorité. C'est pas parce que je vais faire un appel de phare. L'appel de phare, il va peut-être se dire « Ah, c'est bon, il m'a dit que je pouvais aller chercher mon chat. » Le klaxon, bah c'est pareil, c'est le même problème que l'appel de phare, et puis alors le chat non plus, lui il risque de paniquer et puis de partir dans tous les sens, donc c'est pas non plus la bonne solution. Reprendre l'accélérateur, vous doutez bien que c'est encore la pire des choses à faire, hein, parce que là on est face à plusieurs zones d'incertitude. Les zones d'incertitude, pareil, il faut apprendre ce terme-là. Ce sont les zones où on ne sait pas comment ça peut évoluer, c'est-à-dire que le chat, lui, il peut partir par là, il peut partir par là, ou aller à la porte. Donc tout ça, là, dans les quelques secondes qui va venir, ça va être ça, la zone d'incertitude. L'enfant, qu'est-ce qu'il peut faire? Bah, il peut refaire partir par là, retourner à sa porte, mais il peut aussi aller chercher son chat. Donc ça aussi, c'est la zone d'incertitude. Et moi, ma zone d'incertitude, quand j'arrive, je circule, ça va être ça aussi, sur l'avant, d'accord? Et bien là, vous voyez bien que il y a des zones de rencontre. Et ça, ce sont des zones de danger. Je dois toujours éviter que plusieurs zones d'incertitude ne se croisent, d'accord? Donc, reprendre l'accélérateur, ça va amplifier le problème. Ma zone d'incertitude, plus je roule vite, plus elle va être grande. Donc là, je garde le pied au-dessus du frein. Réponse B. Ces commandes servent à régler la hauteur des feux, réponse A, la direction des feux, réponse B, le rétroviseur intérieur, réponse C. Les rétroviseurs extérieurs. Réponse D. Ici, vous avez quand même tout qui est rassemblé au même endroit. Ça, c'est rare sur les voitures, mais là, tout est rassemblé au même endroit. Alors, on va commencer par celui-ci. Ça, c'est pour pouvoir mettre, vous voyez, les feux de position ou les feux de croisement. Les feux de route, la commande est souvent au niveau du volant quand même. Ensuite, ici, c'est pour régler, vous voyez le petit symbole des feux.
avec une hauteur. Et ben c'est ici, c'est pour régler la hauteur des feux, d'accord, en fonction de votre chargement. Plus vous êtes chargé, plus il faudra aller sur 1, 2, 3. Et si vous n'êtes pas chargé du tout, il faut rester sur le 0. Donc ça, c'est bien, hauteur des feux. Ensuite, là, bah c'est sympa, c'est pour arroser votre phare avant, avec un petit essuie-glace, vous voyez, un petit jet d'eau, puis un petit essuie-glace. Donc ça permet de nettoyer vos phares à l'avant s'ils sont sales. On en trouve très peu sur les voitures, mais ça existe. Ensuite ici, bah, vous voyez, ça ce sont les rétroviseurs extérieurs. Donc si j'appuie sur ce bouton-là, c'est pour régler le rétroviseur extérieur gauche. Si j'appuie sur ce bouton-là, c'est pour régler le rétro extérieur droite. Ensuite, bah, je choisis si je remonte, si je redescends, si je le mets plus à droite ou plus à gauche. D'accord ? Ces commandes servent à régler la hauteur des feux, réponse A, et les rétroviseurs extérieurs, réponse D. Les nouveaux rétroviseurs réduisent l'angle mort, oui, réponse A, non, réponse B. Déforment les voitures, oui, réponse C, non, réponse D. Alors il existe de plus en plus de rétroviseurs panoramiques. Alors on les reconnaît souvent avec des petits pointillés qu'il y a ici. Et là, le rétroviseur est légèrement arrondi sur le bord, ce qui permet une vision plus large. Par contre, attention, parce que ça perturbe l'estimation des distances, d'accord ? Et la vision est aussi déformée. Ce qui fait que la voiture, elle peut paraître plus loin, alors qu'en fait, en réalité, elle est plus près. Donc, les nouveaux rétroviseurs réduisent l'angle mort, oui, parce qu'il y a une vision plus large, déforment les voitures, oui aussi. Donc, réponse A et C. Mes balais d'essuie-glace sont usés, oui, réponse A, non, réponse B. Bon, alors là, l'essuie-glace est en fonctionnement et on voit bien que ça laisse des traces. Donc, on voit bien que là, les caoutchoucs sont usés. Donc, il va falloir les changer. Donc là, c'était la réponse A. La principale cause d'usure de ce pneu est un défaut de parallélisme, réponse A, le surgonflage, réponse B, le sous-gonflage, réponse C. Alors, quand vous avez une usure que d'un côté, uniquement d'un côté, ça sera un défaut de parallélisme. Ça veut dire que le pneu ne pose pas bien à plat sur la route. Donc le parallélisme est mal réglé. Quand vous avez une usure au centre, ça veut dire que là le pneu il est trop gonflé, donc il fait trop, un peu trop comme un ballon, il n'est pas à plat. Et quand vous avez une usure comme ça des deux côtés, hein, là, c'est le sous-gonflage. Donc votre pneu, il a un peu cette forme-là. Hop. Je vous dessine pas une dent, hein, je vous dessine le pneu qui est sous-gonflé. Voilà. Et donc du coup, le centre, lui, il n'est pas usé, vous voyez, il est nickel. Hein, et c'est les côtés là qui sont usés et même un peu les flancs. Et attention, alors là c'est un risque énorme d'éclatement à terme. Le surgonflage aussi, mais alors le sous-gonflage c'est encore plus important. Et en plus de ça, vous avez une tenue de route qui est vraiment mauvaise. D'accord ? Donc la principale cause d'usure de ce pneu là, eh bien c'est le sous-gonflage. Réponse C. Je facilite le passage de l'ambulance. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, cette ambulance, elle est en mission urgente parce qu'on le voit avec ces avertisseurs là. Donc là, c'est bien de lui faciliter le passage dans cette situation. Donc moi, je vais ralentir, je vais mettre mon clignotant à droite pour l'informer que j'ai l'intention de la laisser passer et je vais serrer le bord droit puisque j'ai la possibilité de le faire. Donc je facilite le passage de l'ambulance. Oui, réponse A. Je viens de mettre le moteur en marche et ce voyant reste allumé. Il peut indiquer qu'un des pneus a une pression insuffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'un des pneus est trop usé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, l'usure excessive d'un pneu, ça reste encore difficile pour une voiture de détecter ça. Alors, ce voyant, il indique une pression d'air insuffisante qui est détectée sur au moins une des roues. Ça peut être plusieurs roues, mais c'est sur au moins une des roues. Donc, si ce voyant s'allume en démarrant ou en roulant, je dois contrôler si le pneu me permet d'aller jusqu'à la prochaine station de gonflage, par exemple. Ou si je dois le remplacer immédiatement, parce que là, il est trop dégonflé. Donc c'était réponse A et D. La situation qui représente le plus de risques est la situation numéro 1, réponse A. La situation numéro 2, réponse B. Ici, on est sur un axe rapide. Et sur la droite, vous avez une bande d'arrêt d'urgence. La distance de sécurité est au minimum de 2 bandes d'arrêt d'urgence à 130 km/h. Donc là, on nous demande la situation qui présente le plus de risques. Et bien, ça va être forcément là où on se trouve le plus proche de la voiture de devant. Donc ici, on a un intervalle qui est assez important. On voit bien 2 bandes. Et là, on a une bande et pas tout à fait le début d'une deuxième. Donc, on est beaucoup plus proche que sur la situation numéro 1. Donc, la situation qui présente le plus de risques, eh bien, c'est la situation numéro 2. Donc, réponse B.